Bonjour, je suis Caro, Bonjour, je suis Amar Jabkor. Bienvenue sur le podcast aux filles du yoga, podcast dédié au yoga, à sa philosophie et à son histoire. Bonjour Caro. Bonjour Amar Jabkor, comment vas-tu? Ça va très bien. Et toi? Très bien, je te remercie. Vraiment, c'est la forme. Une grande forme physique pour introduire notre sujet d'aujourd'hui. Alors, chers auditeurs, aujourd'hui, nous avons choisi de parler du corps et du yoga. Le rapport au corps, dans le yoga, grâce au yoga, à travers le yoga. Et la philosophie, bien évidemment. Pour débuter ce podcast, cet enregistrement, quand on pense à yoga, donc à la pratique de yoga dans les cours, la première chose dont on va parler, dont on est, on va dire, imbibé, ne serait-ce que par les magazines ou les images du yoga, c'est le corps qui prend des postures de plus en plus flexibles et qui permettent justement, on va dire, à l'esprit d'être plus calme, on sort de là, on est plus détendu, etc. Alors le yoga, comme on l'a défini au début, c'est l'union du corps, notamment du corps et de l'esprit. Évidemment, on ne peut pas faire abstraction du corps, mais ce qui est intéressant et ce qui a motivé notre envie de parler du corps dans le yoga avec Caro, c'est justement peut-être lever toutes les barrières inhérentes à ce sujet, c'est-à-dire que tout pratiquant de yoga n'est pas forcément filiforme et surmusclé, et surtout s'interroger sur la valeur et le sens philosophique de l'usage du corps et surtout la vision du corps qui est, et là c'est un sujet même sociétal plus global que la simple question du yoga, à savoir notre rapport au corps est-il totalement vicié par l'image que nous renvoient les médias, le monde, même juste notre professeur de yoga, et comment se réapproprier son corps, et peut-on en fait se réapproprier son corps? Peut-on véritablement écouter notre corps? Est-ce que ça a du sens même quand notre professeur nous dit soyez à l'écoute de votre corps? Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que vraiment ça veut dire quelque chose finalement? Quand on parle de corps, est-ce qu'on doit uniquement penser au corps physique? Mais y a-t-il d'autres corps, d'autres entités qui nous composent? Sommes-nous uniquement un corps et un esprit? Voilà donc de nombreuses questions qui se posent, dignes d'une dissertation de terminale, clairement, et qui font également écho à une question qui me semble importante, qui est notre rapport au corps en tant qu'occidental est-il foncièrement différent de quelqu'un qui pratiquerait absolument pas le yoga et qui ne serait pas issu de la société dans laquelle nous on vit actuellement. Donc, est-ce que finalement le rapport au corps n'est-il pas juste la somme de la vision qu'ont eu tous les philosophes occidentaux et qui font que aujourd'hui la pratique d'une discipline orientaliste, je dirais comme le yoga, est-ce que du coup il n'y a pas une dissonance dans tout ça? Voilà donc toutes les questions qu'on se pose concernant le corps. Enfin, en tout cas que moi je me pose. Et Caro, toi, quelles questions tu te poses vis-à-vis du corps? Je me pose peut-être moins de questions que toi. Non, moi je parle du constat contemporain qui est de l'emprise du corps sur la pratique du yoga. En effet, la première chose qu'on fait quand on pratique du yoga, ce sont les asanas, ce qui est majoritairement proposé dans les cours de yoga. Les asanas, c'est les postures, chers auditeurs. Les postures. Et les différentes traditions du yoga, d'ailleurs, s'exercent en grande partie, la distinction s'exerce en grande partie sur les enchaînements qui sont proposés de postures.
Et on classe les styles de yoga par rapport à ça. La respiration, les exercices de pranayama venant en deuxième juste pour soutenir la pratique corporelle. Et les sujets qui me viennent moi à l'idée, c'est l'image du corps qui, à mon sens, met trop en avant effectivement des corps qui répondent aux standards de la beauté physique, et ce qui a pour conséquence, pour les personnes qui n'ont pas ce corps-là, de se sentir dévalorisées. Cette dévalorisation, elle n'est pas nécessairement perçue, mais ça va être dans la façon, par exemple, de s'habiller pour venir à un cours. Et puis, ça va être aussi quand on va faire, par exemple, des postures qui sont un peu compliquées, ça va être quand on n'y arrive pas, de s'excuser. Je n'y arrive pas parce que je ne suis pas souple, parce que j'ai pas de force, parce que j'ai un gros ventre, parce que je suis lourde, voilà. Et c'est là où c'est très difficile en tant que pratiquant de s'exonérer de cette image-là. En tout cas, moi, c'est ce que je ressens moi en tant que pratiquant de yoga. Cette idée que non, je n'arrive pas à faire des postures, par exemple d'équilibre, sans mur, parce que je n'ai pas la grâce, parce que je ne suis pas filiforme. Quand je poste des images sur Instagram, par exemple, pour faire la publicité pour les podcasts, j'essaye de mettre des photos de Maïmouna et moi-même, parce que c'est notre podcast, c'est pas une image que je suis allée chercher sur Google. Et c'est pas forcément des postures très flatteuses, mais en fait, elles sont authentiques. Et c'est ce que je regrette dans l'image qui est renvoyée par le yoga quand vous fréquentez les réseaux sociaux, parce que cette image, elle est aussi beaucoup véhiculée par les réseaux sociaux et par les magazines. Vous ne verrez jamais une personne, je dirais, très classique, corporellement parlant, c'est-à-dire pas filiforme, c'est insultant aussi pour les personnes qui sont minces. On va dire pas extrêmement mince, mais une personne qui a un peu de taille, un peu de ventre, qui a un peu de poitrine. Voilà. Qui ne ressemble pas à un mannequin. Ce n'est pas l'image que vous allez rencontrer dans les magazines et sur les réseaux sociaux. La deuxième chose, c'est de voir uniquement des postures compliquées. Et justement, dans le fait de montrer des postures compliquées, je trouve que, ça flatte l'ego. Donc, j'aurais tendance à dire... et à chaque fois quand je dis ça, attention, je m'inclus aussi dans la chose. Il n'y a pas de reproche vis-à-vis des autres et moi je fais très bien. C'est pas du tout ça. C'est quand on a envie de poster une photo où on est dans une posture un peu compliquée qui va susciter l'admiration, parce que c'est fait pour ça, susciter l'admiration. Est-ce que c'est pas d'abord, avant de susciter l'admiration, flatter son propre ego? Ça, c'est une des questions vis-à-vis de soumettre son corps à une posture compliquée, n'est-ce pas flatter son ego? Donc, rentrer juste dans une relation entre le corps et l'ego, qui n'est pas l'esprit. Et n'est-ce pas aussi, en fait, presque ne pas être honnête vis-à-vis de l'auditoire qui va se dire « Waouh, cette prof, elle est extraordinaire dans la façon dont elle fait ses asanas. » Mais justement, est-ce que, voilà, parce qu'on parle de professeur, mais est-ce qu'un bon prof, ce serait pas plutôt celui qui montre, moi je sais pas, par exemple,
il est en train de faire une fente avec la jambe avant pliée et la jambe arrière, le genou sur le sol. Donc, ce qui est normalement une posture relativement aisée à réaliser. Est-ce que ça dévaloriserait le corps de montrer cela? Le problème, c'est qu'on présente beaucoup le yoga comme une pratique, et tu l'as dit tout à l'heure, Maïmouna, une pratique de souplesse et de force. Et là, on sort complètement de la dialectique du départ, qui était de l'union du corps et de l'esprit. C'est-à-dire, on n'est que dans le corps. Donc, à mon sens, on n'est pas dans le yoga. Même si on arrose ça avec de la respiration, et on se dit, voilà, moi, la question que je pose, c'est quand on prend une posture compliquée, est-ce qu'on est vraiment dans le yoga? Alors, bien sûr, certains vont dire, ah ben oui, mais je fais des postures difficiles parce que ça calme mon esprit. Mais est-ce qu'il n'y a pas d'autres postures où on peut calmer son esprit? Justement, est-ce que la difficulté n'est pas de prendre une posture dite facile et de voir son esprit vagabonder? Dernière question, est-ce que quand on fait une posture difficile, est-ce qu'on respecte son corps? Moi, je pense que non. J'étais la première à être à faire ça, c'est-à-dire à aller au-delà du potentiel de mon corps. Notre corps, si vous voulez, il a un maximum, le max du max. Mais ce max du max, en fait, il dépasse déjà son maximum, son véritable potentiel. Donc, par exemple, sur une torsion, au début, j'allais très loin dans la torsion. J'étais vraiment à 180 degrés. Et je rajoutais en plus la torsion du cou, je tournais encore plus la tête. En fait, par rapport à ma pathologie et au maximum de mon corps, j'étais au-delà du potentiel de mon corps. Donc, je me faisais mal. Je m'en rendais pas compte. Heureusement. Heureusement, c'était pas volontaire. Mais après tout, n'y avait-il pas quelque chose dans mon esprit qui me poussait à aller au-delà? Et c'est là aussi où c'est intéressant. Quand on replace le yoga dans notre système contemporain, c'est qu'on nous demande d'aller tout le temps au-delà. Moi, je vous invite à considérer votre pratique corporelle de yoga. Et est-ce que vous êtes en mesure de sentir quand vous allez au-delà de votre potentiel, de ce que votre corps est capable de faire à l'instant T, pas de ce que vous avez déjà réalisé ou de ce que vous pourriez réaliser si vous aligniez des heures de pratique, d'échauffement, d'étirement. Bien sûr qu'on peut aller un peu plus loin. Mais la question est, est-ce que je fais encore du yoga quand je fais ça? Ou est-ce que je fais une pratique purement physique? Et en fait, il y a deux livres qui m'ont un peu ouvert les yeux par rapport à ça. C'est le livre de Marie Koch sur Yoga Histoire Monde et le livre de Mark Singleton sur le yoga postural, les origines du yoga postural moderne. Et en fait, les deux expliquent une chose qui est très intéressante. Bon, la pratique du yoga est très ancienne, c'est incontestable. Les asanas le sont un peu moins. C'est-à-dire, on vous en a déjà parlé, les postures existaient, mais pas la variété actuelle, pas dans la forme qui est enseignée actuellement. Cette forme-là, elle date du début du XXe siècle, avec les grands maîtres de yoga qu'on connaît, indiens, qui ont en fait, l'Inde était une colonie britannique à l'époque, qui ont été très influencés par l'exercice physique britannique et aussi d'autres gymnastiques, et notamment la gymnastique suédoise de l'époque. Parce qu'à cette époque, c'est la naissance de la considération du corps, notamment masculin. Et le yoga était d'abord masculin. Or, maintenant, il est devenu très féminisé, à tel point qu'on voit très peu d'hommes dans les cours. Donc là aussi, posez-vous la question du rapport au corps. Et c'était un exercice physique
Ensuite, on a assemblé, enfin, notamment Krishnamacharya, qui est, on va dire, le père du yoga actuel, qui a vraiment relancé cette discipline en la repensant, en fait, en remettant bout à bout beaucoup d'éléments, qui a changé, en fait, ce regard, le regard qu'on pouvait poser sur le corps et du rapport yoga et corps. Mais au début, c'était un exercice physique. Voilà. Enfin, je corrige. Ça a toujours été l'union du corps et de l'esprit. Mais on a fait passer la partie corporelle. La partie corporelle est devenue beaucoup plus importante qu'auparavant. Je nuance un peu mes propos précédents. Ouais. Alors, je ne sais pas si nous pourrons répondre à toutes ces questions et toutes ces interrogations dans un seul podcast, parce que là, le sujet est vaste. Mais je voulais... merci d'ailleurs, Caro, pour cette introduction qui vient de ton expérience, effectivement. Moi, j'aimerais commencer par la philosophie occidentale pour comprendre un peu le rapport au corps aujourd'hui, pour ensuite évidemment venir sur les grandes questions du yoga et les concepts de corps selon les traditions yogiques, parce que selon les traditions, je veux dire, entre le Kundalini Yoga qui considère qu'il y a 10 corps, l'Ashtanga, le Vinyasa qui a un autre rapport encore au corps, ou même plus simplement le Hatha. Donc, je voulais en commencer par la philosophie occidentale. Pourquoi ? Parce que c'est ce qui forge intuitivement, je pense, notre rapport au corps aujourd'hui. Alors, moi, ma grande théorie, justement, c'est de penser que les philosophes antiques, notamment, et pas que, ont complètement forgé, alors même que eux, ils étaient dans un questionnement, mais en tout cas, ils ont forgé notre rapport au monde. Et on n'en a très certainement pas conscient. Donc, évidemment, on va dire qu'on est issu d'une société judéo-chrétienne et que voilà, ça joue, mais pas que. Pas que. C'est-à-dire les grands questionnements de Platon, d'Aristote, de Saint-Augustin, de Descartes, et ensuite tous ceux, Kant, qui ont suivi Heidegger, etc., ont forgé notre rapport au monde et de ce qui était un questionnement, puisque la philosophie, d'une façon générale, c'est un questionnement qui n'apporte pas forcément des réponses figées dans le marbre, c'est-à-dire que la philosophie n'a pas pour objectif de donner la vérité, mais de se questionner sur la vérité. Après, on en prend ce qu'on veut, on va adhérer à telle théorie ou à telle théorie. Les grands philosophes, donc, ont forgé notre vision du monde, et je pense que dans le rapport au corps, c'est encore plus flagrant que sur d'autres thématiques. Dans le rapport au corps, donc, si le premier, donc évidemment, qui en a parlé, ça va être Platon, on en parle toujours, mais voilà, Platon, père de la philosophie telle qu'on l'entend, en tout cas dans l'imagerie, dans l'imaginaire collectif. Lui, évidemment, va avoir un rapport au corps très particulier, puisque tout d'abord, tout comme Épicure d'ailleurs, il dit que donc, la mort n'est pas à craindre, puisqu'il considère que la mort, vous allez me dire que je vous parle tout le temps de la mort, mais non, pas forcément, mais qu'elle est que la séparation de l'âme avec le corps. Donc, ce qui veut dire que dès le départ, il y a une séparation dans son esprit et dans sa thèse de se dire que d'un côté, il y a le corps, de l'autre côté, il y a l'âme. Descartes reprendra ça avec la séparation entre le corps et l'esprit. Mais ça, on y viendra peut-être tout à l'heure. Mais ce qui veut dire qu'aujourd'hui, si je considère le corps en tant qu'occidental, sans me poser la question du yoga ou de sa philosophie, je vais, on va dire à 98% me dire, j'ai le corps physique, tangible, voilà, qui est un outil, qui est une mécanique, qui se répare comme par la chirurgie, enfin voilà, qui est médicale avec ses règles propres. Et de l'autre côté, j'ai l'esprit. Mais si j'ouvre justement le débat là-dessus, c'est doit-on forcément considérer
cette séparation. Et là, on en vient effectivement au yoga qu'on considère comme union, effectivement, du corps et de l'esprit. Donc, s'il faut qu'il y ait union, ça veut dire qu'il y a eu séparation au départ. Mais est-ce que le postulat de base de se dire que le corps et l'esprit, ou le corps et l'âme, comme le dit Platon, sont des choses, deux entités strictement différentes travaillant sur des plans différents, est-ce que ce postulat-là est forcément une vérité que je ne peux pas remettre en question? Parce que donc, après, ça ne veut pas dire qu'il n'a pas forcément, Platon, ce regard justement après forgé par les philosophes européens qui ont suivi de dire d'un côté le corps c'est juste une machinerie qui ne sert à rien et il n'y a que l'âme qui s'élève, hein, c'est pas ce qu'il dit non plus. Mais en tout cas, il sépare déjà les deux dès le départ. Donc pour les puristes ou les étudiants en terminale, vous pouvez retrouver cette partie-là dans le dialogue du Phédon. Mais si on va plus loin, Platon va mobiliser une image d'origine pythagoricienne, donc Pythagore. Pythagore, il n'a pas fait que des mathématiques, c'est un philosophe, donc il a beaucoup réfléchi aussi sur le rapport du corps et de l'âme. Pour lui, donc pour Platon, le corps est un tombeau. Pourquoi un tombeau? Parce qu'en fait, c'est une prison pour l'âme dans la conception platonicienne. C'est-à-dire que cette prison, qui est le corps, enferme l'âme, et cette prison, en fait, va susciter, et là j'ouvre les guillemets, c'est ce qu'il dit dans le Gorgias, il me semble, ça suscite le tumulte et la confusion. C'est-à-dire que le corps va nous détourner, en fait, de ce qui compte vraiment, à savoir le raisonnement, le dialogue de l'âme avec elle-même, la connaissance de la spiritualité, etc. Le corps est quelque chose qui, comment dire, un perturbateur, en fait, de la bonne marche de l'âme et de la conscience et de l'esprit. Mais là aussi, chers auditeurs, vous remarquerez qu'on est dans un concept. À mon sens, en tout cas, on est dans un concept. C'est-à-dire que c'est un point de vue, parce qu'évidemment, le corps est lié au sensible, c'est-à-dire à la matière, à ce que je touche, à ce que je vois, à cette réalité-là. Et l'âme ou l'esprit serait lié à quelque chose d'intangible, c'est-à-dire le monde de la spiritualité, des divinités, ce sentiment de bien-être. On est sur des choses qu'on ne peut pas mesurer, qu'on ne peut pas toucher. Mais à nouveau, cela sous-entend, et c'est là où je vous dis qu'on est forgé par cette idée, quelque part, inconsciemment, ça voudrait dire que le tangible, la matière, est forcément à considérer comme un perturbateur de l'intangible, c'est-à-dire du divin, de l'élévation. Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve aussi, mais d'une façon différente, je ne dirais pas plus subtile, dans la philosophie du yoga, à savoir, mais pas dans la même acception tout à fait, puisque le corps est un outil dans la philosophie du yoga pour que l'esprit puisse, ou l'âme puisse se développer. Là, je vous parle de la philosophie du yoga en général, donc dans les grands textes hindous ou même bouddhistes. Le corps reste un outil. Un outil, donc les asanas, les postures, si j'en suis que sur le yoga, c'est un outil pour apaiser l'esprit, pour permettre à l'esprit de... Et ensuite, après, je pourrais vous faire toute l'histoire de la philosophie un peu dans le rapport au corps, parce que vraiment, chaque auteur en a parlé à un moment ou à un autre, puisque c'est vraiment central dans la pensée. Si je prends Descartes est celui qui a systématisé, je dirais, cette séparation du corps et de l'esprit, puisqu'il a dit « je pense, je suis ». Donc, c'est vraiment comme ça que c'est écrit. C'est pas « je pense, donc je suis », c'est « je pense, virgule, je suis ». C'est-à-dire qu'il a mis tout en haut de l'échelle la pensée. La pensée, donc la capacité de mon esprit à se mouvoir, donc à réfléchir, à
concevoir, à avoir des concepts. C'est cela qui va définir mon existence, la conscience, donc, va définir mon existence en tant qu'être humain, non pas le corps. Donc, et cette séparation, donc, claire du corps et de l'esprit vient essentiellement, à mon sens en tout cas, de Descartes. Lui, il en était venu là. Bon, après, il faudrait que je vous fasse un cours entier sur Descartes, c'est pas le lieu pour ça, mais il en est venu là pour finalement, après une période de doute systématique sur tout ce qui l'entoure, c'est-à-dire que il a remis en cause, le doute systématique, c'est une technique en philosophie de remettre tout en cause pour en retirer finalement ce qui reste et ce qui est la seule certitude. Dans sa période de doute systématique, c'est les sens, les 5 sens, qui ont été l'objet de ce doute systématique, puisque les sens sont variables d'une personne à l'autre et l'objet perçu lui-même est changeant. Il peut se muter, pas son essence. Voilà ce que dit Descartes. Et donc, dans cette période de doute systématique, à la fin, il en arrive, donc à la fin des méditations métaphysiques, il en arrive à se dire, la seule chose qui ne peut pas me tromper, à l'inverse des sens, c'est ma pensée. C'est ma capacité à conceptualiser. Et Descartes étant chrétien, donc c'est dans cette acception-là qu'il le dit, et pas dans autre chose, ma capacité à concevoir Dieu, à concevoir le divin, donc à être un être spirituel, voilà ce qui me définit, voilà ce qui fait que je suis dans la certitude que je suis un être qui existe, et donc je pense, je suis. Et cette conceptualisation donc de cette séparation du corps et de l'esprit est le guide de notre société. Enfin de la pensée, pas de notre société, je dirais, je vais affiner, de notre société occidentale. Donc, aujourd'hui, quand vous allez donc dans un cours de yoga, et là j'en viens à notre sujet complètement, on se dit d'un côté, il y a le corps, donc forcément, le premier rapport au yoga, et tel qu'il est également vendu, c'est le corps qui travaille. Ensuite, évidemment, on va parler de bien-être et selon les traditions et selon votre enseignant, on va parler de spiritualité ou pas, ou peu. Mais ce qui signifie que la première barrière, la première définition, la première limite qu'on pose dans la pratique du yoga, c'est mon corps va-t-il être capable de faire des postures, donc des asanas, plus ou moins avancées. Et donc, est-ce qu'il a cette souplesse, puisque c'est l'image que cela donne, suis-je assez souple pour faire du yoga? Parce que si je ne suis pas assez souple, ou si mon corps, dans ma vision, ou dans la vision de la société, ou dans ce que je ressens, est cabossé, blessé, vieillissant, trop maigre, trop gros, enfin peu importe, donc je ne peux pas pratiquer. Puisque si mon corps me semble dysfonctionnel, cette pratique-là ne m'est pas adaptée. Alors que, justement, et on en viendra sur le fond de la philosophie yogique, mais justement, le corps est un outil. Il n'est pas uniquement un objet de réalisation, en fait. C'est un outil. Donc, qui dit outil, j'en sais rien, moi, penser à un marteau ou un tournevis, le marteau ou le tournevis vont vous aider à monter l'étagère, mais l'étagère, ce n'est pas le marteau. Le marteau est un outil pour permettre de faire votre étagère. Donc, penser que le corps est déjà l'étagère, c'est donc se fourvoyer, malheureusement, dans l'objectif qui est d'avoir une étagère. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre avec mon histoire d'étagère, mais puisque l'étagère, ça va être la somme de plusieurs planches, de plusieurs, j'en sais rien moi, de clous, enfin voilà, ce qu'il faut, de tasseaux. Enfin, voilà, je suis pas une grande bricoleuse, mais vous avez compris ce que je veux dire.
où je vais utiliser des outils différents et des éléments différents. Et le yoga, c'est la même chose. Voilà pourquoi on parle d'union. Ça va être l'union de toutes les planches avec tous les clous et tous les tasseaux. Donc forcément, ça ne peut pas être la somme que d'un seul élément. Et par ailleurs, l'étagère n'est pas construite grâce au marteau. Le marteau est un outil. Donc mon corps, j'en viens à mon corps, n'est qu'une infime partie des outils qui sont à ma disposition pour arriver à cette union et à cette élévation et à cette libération de mon âme, de mon esprit, pour arriver à un état transcendant, etc. Mais ça, nous pourrons en reparler. Mais donc, à partir du moment où j'observe donc dans les postures des corps parfaits, faisant des postures parfaites, et que je pense que je n'y arriverai pas ou que je n'y arrive pas de la bonne façon, ou que j'exerce une forme de violence à mon corps pour lui dire mais il faut que tu y arrives, là on est effectivement dans je ne dirais pas le mot erreur, puisque d'erreur il n'y en a point, mais je dirais dans une forme de perception erronée de ce que l'on est en train de faire. Et à partir de ce moment-là, effectivement, les questions que pose Caro, à savoir la vision du corps, la violence qu'on exerce sur le corps, l'écoute du corps, etc., doit être vue sous ce prisme très particulier qui est que mon corps est tel qu'il est. Alors évidemment, je peux, non pas l'améliorer, mais en prendre soin, faire de l'exercice physique, manger correctement, mais il n'empêche que le corps est propre à chaque individu. Il n'y a pas de standard de corps. Et comme il n'y a pas de standard de corps dans le monde, si on élève un peu notre pensée, il ne peut pas y avoir de standard de pratiquants de yoga, de bons pratiquants de yoga. Et c'est tout le corps, en fait, qui est utilisé dans la pratique, puisque j'utilise le souffle, effectivement, j'utilise les postures, mais la concentration, c'est à la fois mon corps et mon esprit qui se concentrent. Si je me concentre sur un point, par exemple sur un point donné, sur un mur quand je fais une posture, j'utilise donc le sens de la vue, donc ça c'est matériel, pour affiner une capacité de mon esprit à se concentrer. Donc vous voyez bien qu'il s'agit d'un tout. Mais c'est pour ça que cela me semblait extrêmement important de revenir à la philosophie occidentale. C'est-à-dire qu'on ne peut pas occulter ce legs de platoniciens, cartésiens et ensuite des autres dans notre rapport au corps. Donc, tout le travail, notamment du pratiquant du yoga, est de s'extraire en fait de cette vision-là pour considérer son corps très différemment. Et nous verrons tout à l'heure que selon les traditions, donc notamment en Kundalini Yoga, on va considérer qu'il y a 10 corps, mais et dont le corps physique n'est un des 10 aspects du corps. Tout dépend de la définition que l'on veut donner à son corps. Voilà. Qu'en penses-tu, Caro ? J'allais justement aborder la question du corps du point de vue de la philosophie hindoue, qui va te permettre de parler du corps au vu du Kundalini. Amarjap vous a dit qu'il y avait 10 corps en Kundalini. Dans la philosophie hindoue, il y en a 5. C'est ce qu'on appelle les koshas. Ce sont des enveloppes, des gaines, et qui ont été évoquées très tôt dans la philosophie, dans les Upanishads, au moment des Védas. Donc, on remonte à très loin avant Jésus-Christ. Et notamment la première fois dans l'Upanishad de la Taittiriya, qui correspond
Elle va pas être contente quand je vais le dire. Du Yajurveda parce qu'elle trouve que je dis trop de mots en sanskrit. Donc voilà, je l'ai dit. Le Yajurveda. Ça, c'est pour. En fait, c'est si vous faites des recherches après pour retrouver. C'est quoi ces koshas? En fait, c'est un assemblage. C'est des gaines les unes sur les autres. C'est plutôt, on va du macrocosme au microcosme. Et vous allez comprendre pourquoi je vous parle de ça. En fait, la première gaine qu'on a, c'est la gaine physique, qui s'appelle Annamaya Kosha. Et le texte dit, cet homme est véritablement constitué de l'essence de la nourriture. Certes, ceci est sa tête, cette aile droite est son bras droit, cette aile gauche est son bras gauche, ce corps est son tronc, et cette queue est son corps à partir du nombril. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce corps est aussi constitué des organes d'essence et des organes d'action, donc les mains, etc. La deuxième gaine, c'est la gaine d'énergie vitale, Pranamaya Kosha. Et là, le prana et l'inspire est bel et bien sa tête. Vyana, la rétention et son flanc droit. Apana, l'expire et son flanc gauche. Akasha, l'espace et son tronc. La terre et ses membres inférieurs et son support. On va ensuite vers la gaine mentale, Manomaya Kosha. Et le texte dit qu'à chaque fois, on va d'un soi à un autre soi intérieur. Vous avez la gaine de l'intellect, Vijnanamaya Kosha, qui est faite, elle, de la façon suivante. La foi est bel et bien sa tête, la rectitude, le dharma, et son flanc droit, la vérité, son flanc gauche, l'union, yoga, et son tronc, la puissance, mahat, et ses membres inférieurs et son support. Et la dernière gaine, c'est la gaine de félicité, la gaine spirituelle, Anandamaya Kosha. C'est celle où, en fait, il y a l'union avec Brahman. Donc, n'oubliez pas, le yoga est en fait issu de l'hindouisme, enfin, fait partie du système hindouiste. Donc, forcément, il est fait référence au dieu de l'Inde, donc Brahman. Et Brahman, c'est le créateur. Dans d'autres religions, ce serait un dieu, donc quel que soit son nom. Et Brahman, c'est le créateur de l'univers. Et Brahman est dans le cosmos. Brahman est dans le cosmos, mais comme il est aussi dans les enveloppes, les koshas, il est aussi donc vu du point de vue microscopique. C'est-à-dire qu'on le retrouve partout. Et c'est cette théorie des corps énergétiques, elle vous permet de comprendre aussi certains axes qui sont donnés par des professeurs. À savoir, on travaille le corps avec la respiration, donc pranamaya, kosha, pour aller sur manomaya kosha, le mental, vers une plus grande connaissance de soi qui est Vijnana Maya Kosha, pour aboutir à une chose, Ananda, la félicité. La fusion corps-esprit et cosmos, microcosme. Ça, c'est la théorie, le terme n'est pas correct, ce n'est pas une théorie. C'est la philosophie des koshas en Inde. Et vous voyez qu'on part de notre corps grossier, ce qu'on appelle le corps grossier, le corps physique, pour aller vers ce qu'on appelle le corps subtil, qui est Ananda. Donc, on part de l'extérieur pour aller vers l'intérieur, mais on part aussi de l'intérieur pour aller à l'extérieur. Moi, je vois un rapport de va-et-vient. Et souvent, je dis que le yoga n'est pas une évolution, mais une révolution. On revient sur soi-même, tout en évoluant. Ça doit vous permettre, quand vous réfléchissez à votre rapport aux postures, notamment, ou
par rapport à votre corps, d'aller au-delà de l'image qu'il reflète pour vous voir autrement que ce que les Indiens appellent le corps grossier. Et grossier, pas dans le sens où on dit une grossièreté, mais mal taillé. La matière, c'est par rapport à ce qui est subtil. Et c'est là où c'est intéressant, c'est qu'en fait, on n'est pas uniquement ce corps grossier, on est un ensemble. Donc, vous avez vos émotions, vos croyances, vos sentiments, votre spiritualité, la façon dont vous respirez, vous mangez. Enfin, on est un tout. Et c'est là où c'est intéressant. C'est qu'en fait, on essaie de... Enfin, j'espère que ce n'est pas le cas, mais une espèce de stigmatisation du yoga comme étant une pratique purement corporelle, ce qu'elle est, mais il ne faut pas oublier que ce n'est qu'un accessoire vers ce qui est vraiment le yoga. Et justement, je pense qu'on fait passer le yoga pour une pratique purement, je dirais, fitness. On en a parlé, par exemple, dans le podcast sur les leggings et les accessoires, qui est très importante, mais c'est pas l'unique. Ce que j'aimerais, Amarjab, c'est si tu peux nous présenter la théorie des 10 corps en Kundalini avant d'aborder un autre thème pour qu'il y ait une certaine unité dans ce qu'on dit. Oui, bien sûr. Le Kundalini Yoga, comme vous le savez, alors c'est en termes de philosophie du yoga, se fonde aussi de la même façon sur les grands textes yogiques. Par contre, effectivement, il y a quelques subtilités qui sont vraiment propres à ce que Yogi Bhajan a transmis. Donc, notamment cette théorie des 10 corps, où il va considérer que le corps physique ne représente qu'un dixième de l'expérience de l'incarnation. En général, d'une façon générale, dans la plupart des spiritualités, on décline notre incarnation en fonction de l'intellect, le corps, l'esprit, l'âme. Mais en Kundalini Yoga, il a fait une subdivision et qui est très intéressante, à laquelle moi évidemment j'adhère. Tout d'abord, il considère qu'il y a le corps de l'âme, c'est-à-dire une vibration unique qui n'appartient, là je vous dis la définition, qui n'appartient qu'à vous par-delà le temps et l'espace. C'est-à-dire que chaque être humain, nous avons une vibration particulière de notre âme. Donc d'une façon générale, voilà, on parle de l'âme. Le mental négatif est également un corps pour lui. Le mental négatif, c'est celui qui va anticiper les obstacles. Donc, ce n'est pas forcément négatif, c'est juste celui qui est là sous forme protectrice. Le mental positif, celui qui repère les opportunités. Le mental neutre, celui qu'on va dire convoqué, qu'on fait de la méditation, qui synthétise en fait le mental négatif et le mental positif. Donc ça, c'est le 4e corps. 5e corps central, le corps physique, qu'on connaît. 6e corps, ce qu'on appelle l'aura. C'est le noyau de l'aura, donc spécifiquement, ça s'appelle la ligne d'arc. Donc ça va contenir tous les modèles d'incarnation. Physiquement, ça se présente comme une ligne en fait qui part d'un lobe de l'oreille pour rejoindre l'autre lobe de l'oreille. D'accord. Et chez les femmes, on a une 2e ligne d'arc qui court d'un bout à l'autre du sein, enfin des seins. 7e corps, le corps aurique, donc l'aura. 8e corps, j'espère que je ne vais pas trop vite. Le 8e corps, le corps pranique. C'est le corps qui contient notre force vitale sous sa forme physique. 9e corps, le corps subtil, donc qui est, comment dire, quand le corps physique disparaît, le corps subtil et l'âme se retrouvent et voyagent pour trouver un nouveau corps. C'est quelque chose d'assez profond, de discret. C'est un peu compliqué à définir parce qu'à mon avis, il n'y a pas de définition très concrète. Mais on va dire, c'est pas l'âme, mais c'est quelque chose qui est quand même lié, non pas à notre incarnation particulièrement, mais qui se transmet d'une incarnation à l'autre. Le 10e corps, c'est ce qu'on appelle le corps radiant. C'est celui qui
imaginée comme une radiation qui émane de nous et qui n'est pas l'aura. Voilà, la définition, c'est celui qui nous permet de nous projeter dans le monde, d'attirer le succès, de dissiper le négatif, où que l'on soit. Donc, c'est pas l'aura, mais c'est quelque chose justement qui émane de nous et qui permet cette projection dans le monde. En gros, quand les 10 corps sont activés et sont équilibrés, je vais me sentir très calme, très puissante. Et donc, quand il y a des déséquilibres au niveau de chacun des corps, bon, pour le corps physique, bon, c'est facile à identifier, des déséquilibres, mais par exemple, au niveau du mental négatif, on va voir que les obstacles. À l'inverse, pour le corps du mental positif, on va être quelqu'un d'extrêmement positif, mais dans le sens à l'extrême, c'est-à-dire qu'on va voir que des opportunités et on va plus du tout voir les dangers. Voilà. Et l'idée dans le Kundalini Yoga et dans le yoga d'une façon générale, c'est de trouver un équilibre dans ces 10 corps pour pouvoir en fait exploiter notre plein potentiel. Voilà, Caro. Je voulais aborder un autre point qui est dans la partie purement physique du yoga. Donc, votre rapport direct avec le corps et la façon, l'énergie, le dynamisme, l'intensité avec laquelle on fait des postures. Avec tout ce qu'on vous a expliqué, je crois que le mot le plus important qui devrait ressortir, c'est le mot douceur. Oui. C'est-à-dire que la pratique corporelle devrait se faire avec douceur. La douceur ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'intensité dans la pratique, parce que il est important d'utiliser tous les membres de son corps et même les organes, et notamment en activant ce qu'on appelle le feu, Agni, qui est un élément très important de la pratique du yoga, parce que ça permet de purifier son corps de l'intérieur. Ce que je veux dire par là, et Amarjap a dit le mot tout à l'heure, violence, c'est que on inflige à nos corps des mouvements ou des postures qui peuvent être violentes pour notre corps. C'est-à-dire, il y a où vous pouvez vous faire mal, mais même dans la façon de réaliser une posture. Par exemple, quand le professeur donne comme instruction de tourner la tête, vous pouvez tourner la tête en inspirant longuement et donc le fait de tourner la tête va prendre du temps, ou alors vous tournez la tête d'un coup. Comparez les deux mouvements. Le but est le même. La tête est tournée. Je tourne la tête, c'est relativement violent. J'inspire, je tourne la tête tout en inspirant, j'apporte de la douceur dans mon corps. Et je crois que parfois on s'inflige cette violence comme si on se punissait. Je vous en parle en connaissance de cause parce que en Forest Yoga, c'est un aspect qui est très présent. La façon dont on réalise les postures est un indice de la façon dont on se considère. J'ai souvent mes profs qui me disent « Caroline, apporte un peu plus de douceur dans ta façon de pratiquer les postures. » Au début, on a l'impression qu'on nous dit de faire des choses très simples physiquement. Même, je pense que je l'ai mal pris au départ. D'autant que derrière ça, c'était la vie n'est pas un combat. Et donc, c'était comme s'il y avait un jugement. Il m'a fallu du temps pour comprendre et accepter. L'acceptation est extrêmement importante, que pratiquer du yoga n'était pas forcément
pratiquer le yoga avec force, avec cette violence. Et tout ça pour vous dire que ça signifie aussi que quand vous faites une posture, il faut être à l'écoute de son corps, même si on vous dit que ce qui est important, c'est l'âme. Il faut être à l'écoute de son corps parce que il faut que vous arriviez à déterminer si ça vous fait du bien ou pas. Et au début, on ne sait pas trop, on ne sent pas. Ce qu'on ressent, c'est un étirement, oui, ça chauffe, ça brûle. Bon, jusque-là, ça va, c'est pas, il n'y a rien d'extraordinaire parce qu'on fait un mouvement. Ce que je veux dire par là, c'est que vous allez apprendre à connaître votre corps. Quand vous avez mal quelque part, est-ce que vous êtes capable de dire précisément où vous avez mal? Ou alors vous décrivez une zone plus ou moins grande. Le yoga, c'est aussi la façon de se connaître, de connaître son corps, véritablement son corps. Et c'est donc aussi la possibilité de dire au professeur, mais je ne peux pas réaliser cette posture. Parce que là, à cet endroit-là, ça me fait mal. Et j'en reviens, et je pense que c'est ce que j'ai déjà dit, à quelque chose de fondamental, qui est que le pratiquant est le seul à connaître véritablement son corps et donc à savoir s'il doit, oui ou non, adapter une posture. Et c'est pour ça que je vous ai déjà dit aussi que la posture sur la tête, Shirsasana, n'était pas forcément une fin en soi si vous souffrez du cou ou des épaules, malgré tout ce que vous dira le professeur sur l'alignement de la colonne vertébrale. Il n'y a pas que la colonne vertébrale qui compte, il y a aussi beaucoup de muscles, il y a des nerfs, et il est possible que, malgré toutes les instructions et la bonne volonté de votre professeur, vous n'arriviez jamais à pratiquer, à faire cette posture sur la tête et à ressentir du bien. Ou, par exemple, quand vous êtes en flexion avant, peut-être que vous n'arriverez jamais à toucher le sol avec vos mains, quand bien même vous seriez très échauffé. Parce que quand on est très échauffé, les muscles s'allongent. Donc, notamment les muscles de l'arrière de la cuisse pour une flexion avant qui vous permet d'aller toucher le sol. Mais il n'y a pas que ça. C'est-à-dire que cette fois-ci, il y a le point de vue anatomique. Le yoga, le corps dans le yoga doit laisser une place, surtout actuellement, puisqu'on met en avant le corps, la pratique physique, l'anatomie est importante. Savoir comprendre son corps, c'est une chose, mais il faut aussi que celui qui vous enseigne connaisse les corps et s'intéresse à vos corps. Amarjab, tout à l'heure, parlait de la posture parfaite, des alignements. J'ai écrit récemment sur mon blog un article par rapport à ça où j'étais assez dure. Et j'ai eu la réponse d'un pratiquant d'Iyengar qui me disait en gros d'aller voir Iyengar parce qu'Iyengar, c'était génial et c'était un thérapeute, etc. Alors, l'alignement osseux, puisque là, il s'agit surtout d'un alignement osseux, il est vrai pour certaines personnes. Il n'est pas vrai pour tout le monde. Bien sûr qu'il y a des choses qui se travaillent, sinon on ne donnerait pas du tout de cours. On est complètement d'accord. Et oui, si vous pratiquez régulièrement le yoga, bien sûr que vous allez perfectionner les postures. Donc la partie purement physique. Pour autant, certaines postures resteront toujours en partie inaccessibles si on ne travaille pas spécifiquement sur certaines parties du corps qui sont des compensateurs de muscles ou sur des blessures. Et le yoga n'est pas... c'est compliqué ce que je vais dire. Votre professeur de yoga n'est pas un médecin, n'est pas un thérapeute. Il est professeur de yoga. Le yoga est une thérapie.
Mais celui qui vous enseigne le yoga n'est pas un thérapeute. À moins qu'il soit médecin, à moins qu'il soit psychothérapeute, parce qu'il n'y a pas que la partie purement physique. Ce qui veut dire que quand on vous dit qu'on va soigner avec le yoga une sciatique ou bien d'autres problèmes, c'est pas vrai. On va vous apprendre, oui, à gérer votre corps, à être bien dans votre corps, à ressentir votre corps, à faire des mouvements qui pourront être bons pour votre corps, mais on ne va pas soigner qu'avec le yoga, qu'avec la partie physique du yoga, votre maladie, votre dysfonctionnement. La partie purement physique du yoga, c'est comme si c'était de la kinésithérapie, hein, ce sont des mouvements. Je suis extrêmement sévère par rapport à ça, mais c'est, à mon sens, très important de bien le comprendre. Ça va vous aider, mais ce n'est pas une fin en soi. Parce que le yoga, ce n'est pas ça. C'est même, en fait, j'ai dit le mot thérapie, le yoga est une thérapie, il sert de thérapie, mais ce n'est pas son but. Le but du yoga, c'est de réunir le corps et l'esprit. Pourquoi ? Parce que le but du yoga, c'est de s'extraire des souffrances du monde. On en revient à ce qu'on a expliqué dans nos podcasts précédents. C'est ce que vous retrouvez dans la théorie des koshas indiens et dans la théorie des corps du Kundalini. Vous vous apercevez que le corps physique n'est qu'un corps parmi tous les autres. Et c'est peut-être par rapport à ça qu'il faut réfléchir son propre corps, l'accepter le plus possible et accepter là où il est à l'instant T. C'est-à-dire que hier, vous pouviez faire une roue, un équilibre sur les bras, puisque ce sont, on va dire, des postures très emblématiques que l'on rencontre sur beaucoup de photos. Et aujourd'hui, pas du tout. Est-ce que entre hier et aujourd'hui, votre corps s'est dévalorisé ? Non. Le potentiel est toujours là, sauf que peut-être aujourd'hui, votre corps physique vous dit « pas aujourd'hui, j'ai mal à tel endroit, pas aujourd'hui ». Et le yoga ne s'arrêtera pas que là. Le yoga, ce sera justement d'accepter son corps. En conséquence, la pratique du yoga devient complète. Vous vous retrouvez donc à aller dans les différentes gaines qu'on vous a exposées. Et vous avez même des yogas, j'aime pas trop le mot style, c'est compliqué, mais prenons le yoga nidra. Donc, cette pratique consiste à être allongé. Le yoga nidra vous fait voyager dans toutes les gaines qui vous ont été, dans toutes les enveloppes qu'on vous a présentées précédemment. C'est-à-dire qu'on part du corps physique qui est allongé sur le sol et le professeur, il n'y a pas de mouvement, il n'y a pas de pratique physique comme on l'a expliqué jusqu'à maintenant. En yoga nidra, le professeur vous amène, on aime bien dire le mot voyage, c'est peut-être pas le mot adéquat, vous amène à travers tous vos corps vers la conscience pure, vers ce Brahman qui était visé par exemple dans la Taittiriya Upanishad dont je vous ai parlé au départ. C'est aussi une façon de voyager à travers ces corps. Parfait, Caro. Effectivement, je pense que le cœur de tout, si on devait résumer, c'est l'acceptation. Voilà, l'acceptation, l'écoute, se dire que tout cela n'est qu'un outil, qu'effectivement, alors ça, on l'a abordé assez succinctement, mais il y a de nombreuses façons de pratiquer le yoga.
en fonction de ce qui nous semble le plus pertinent par rapport à non pas ce que l'on veut, mais à ce que l'on ressent. Donc, chacune, sentons-nous libres, en fait, dans notre pratique. Sentons-nous libres dans les postures. Voilà, l'enseignant et le professeur est là pour, de toute façon, veiller à ce que vous ne vous fassiez pas mal. Mais expérimentez, ressentez. Et le corps est là, mais il n'y a pas que lui, mais il est aussi là. Donc, soyons dans cette écoute bienveillante de nous-mêmes. Voilà, je pense que moi, j'en terminerai effectivement par là. Oui, c'est le mot, c'est tout à fait ça, la bienveillance envers soi-même. Et c'est pas si simple que ça. Enfin, moi, je trouve que c'est pas si simple que ça. C'est pas simple, mais voilà pourquoi la voie du yoga est une voie passionnante. Merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir écoutés. Merci beaucoup. Et à la prochaine. Et à la prochaine. Au revoir, Caro. Salut Amar Japkor. Vous avez aimé? Alors n'hésitez pas à nous le dire en nous écrivant à l'adresse suivante: aufilduyoga@gmail.com.